Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 20 juillet 2025. Au menu aujourd'hui, la semaine nationale de la sécurité routière avec comme thème excès de vitesse, un danger mortel sur la route. Et comme d'habitude, la semaine est mise à profit pour sensibiliser les usagers au respect du code de la route. Issa Bakari Traoré, directeur général adjoint de l'ANASER, est notre invité. Bonjour monsieur Traoré et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Un autre sujet de l'actualité de cette semaine, c'est la 3e édition de City Tour, destinée à la promotion du tourisme national à travers une visite guidée des sites touristiques. Jusqu'au 28 septembre, les participants connaîtront mieux l'histoire de notre pays. Nous en parlerons tout à l'heure avec Sidi Keita, directeur général de l'agence de promotion touristique du Mali. Bonjour, monsieur Keita, et bienvenue. Merci, bonjour. Les autorités maliennes ont donc lancé lundi dernier la semaine de la sécurité routière avec comme thème excès de vitesse, un danger mortel sur la route. Lors du lancement de la semaine, la ministre des Transports et des Infrastructures a remis un lot de matériel à son collègue de la sécurité. Revoyons le reportage de Hawa Adama Koulibaly. On revient juste après sur ce plateau. Village de Maracaforo, commune rurale de Ngabakoro 3. C'est cette localité sur la RN27 qui est choisie pour donner le ton de la campagne de sensibilisation et d'information à l'endroit des usagers de la route. Sur place, un important lot de matériel de sécurité routière est remis au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Parmi ces équipements, des radars Trucam 2 pour contrôler la vitesse, première cause des accidents de la circulation selon les spécialistes. Par rapport aux équipements qu'on vient de recevoir de la part de son département, ce n'est pas la première fois. Elle nous a régulièrement donné du matériel dans le cadre de la sécurité routière, notamment pour tout ce qui concerne les appareils de test, l'alcotest, test de la drogue et d'autres matériels nécessaires pour la sécurité routière. 80% de nos accidents sur la route proviennent du facteur humain, c'est-à-dire causé par l'homme. C'est trop. Il n'y a que 8% qui viennent de la défaillance technique et 12% des infrastructures ou d'autres aspects. Plus de 600 personnes, tout âge confondu, ont été fauchées sur la route en 2024 pour inverser la tendance et enregistrer le moins de tragédies possibles en 2025. Les conducteurs doivent comprendre la dangerosité de l'excès de vitesse pour eux-mêmes et leurs concitoyens. Un conducteur qui roule à 50 km à l'heure, quand il heurte quelqu'un sur la route, c'est comme si la personne tombe, c'est-à-dire fait une chute de 10 mètres. 80% de chances de survie. Mais quand vous prenez les mêmes usagers, par exemple s'ils roulent à 80 km à l'heure, s'ils heurtent quelqu'un, la personne a 10% de chances pour survivre. Supposons que vous roulez à 40 km à l'heure, vous avez un champ de vision à peu près 100 degrés. Mais une fois que vous dépassez cette vitesse, vous venez pratiquement à 80 km à l'heure, votre champ de vision est réduit à 10 degrés, à 100 km à l'heure. Pratiquement, vous ne pouvez plus maîtriser votre volant. Au-delà des limitations de vitesse réglementées, il est conseillé aux usagers de rouler selon l'état de la route et les conditions météorologiques, gage d'un trajet sécurisé et une arrivée saine et sauve. Monsieur Traoré, la semaine de la sécurité routière a comme thème cette année excès de vitesse, un danger mortel sur la route. Est-ce à dire que la cause principale des accidents de la route, c'est l'excès de vitesse? Et merci beaucoup, monsieur Koné. Et tout d'abord, je voudrais faire une petite historique sur la Semaine nationale de la sécurité routière. La Semaine nationale de la sécurité routière a été instituée depuis 2009. Et avant d'ailleurs la création de l'Agence nationale de la sécurité routière, la semaine est organisée à l'époque par la direction nationale des transports terrestres, fluviaux et maritimes, avant que cette même direction ne soit érigée en direction générale aujourd'hui, direction générale des transports. Donc de la création de l'Agence nationale de la sécurité routière de 2009 à aujourd'hui, et nous sommes pratiquement à notre 16e organisation. Mais d'ores et déjà, quand on parle tout de suite dans le reportage, nous sommes à notre cette édition et la 21e édition. Donc,
le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, organise pratiquement chaque année une semaine nationale de la sécurité routière. Et l'objectif de cette semaine, c'est de cibler un thème annuel auquel les membres réunis au sein du comité national de sécurité routière doivent agir. Le thème aussi est choisi en fonction également de l'accidentologie au niveau national. L'accidentologie est par rapport surtout à la validation des accidents, un atelier organisé chaque année pour valider les statistiques d'accidents de la circulation routière. D'autant plus que la NASER est l'organisme chargé, l'organisme directeur est chargé également de la sécurité routière. Et cette année, juste après la validation des statistiques d'accidents, parce qu'au niveau de la validation, c'est pratiquement tous les services sectoriels, y compris les partenaires également avec la NASER, la police et la gendarmerie, la protection civile, y compris les services des urgences, des différents CHU du district de Bamako qui participent pour valider également les données des accidents recueillis au niveau de la circulation. Ça veut dire que vous avez constaté que l'origine des accidents, c'est beaucoup plus l'excès de vitesse. Exactement. Donc, pas comme les années passées. Les années passées, il y avait d'autres raisons. Exactement. J'allais en venir. Et cette année, la validation de l'année antérieure est faite pendant l'année en cours. Et la validation de cette année, c'est pratiquement les statistiques de l'année 2024 qui ont été validées en 2025. Et cette année, ce que nous avons constaté une prédominance également des accidents dus à l'excès de vitesse. Vous convenez avec moi, l'année passée, j'étais pratiquement à la même place. On avait un autre thème qui était entre choisir entre téléphoner et conduire. Donc nous avons constaté l'année passée, c'est-à-dire que lors de la 20e édition, comme quoi le téléphone a fait encore plus de dégâts dans la circulation que les autres facteurs d'accident. Et cette fois-ci, c'est plutôt l'excès de vitesse. Les accidents dus au téléphone ont diminué. Donc je crois que Dieu merci, dû aux campagnes de sensibilisation et de proximité et surtout à l'éducation routière. Et nous avons évolué quand même le téléphone au volant, on n'a pas trop de victimes d'accidents dus au téléphone au volant. Mais cette année, c'est surtout les excès de vitesse. Quand vous prenez les excès de vitesse, les excès de vitesse ont causé quand vous prenez les statistiques d'accidents, nous avons recensé en 2024 7673 cas d'accidents pour 8000 pour 8828 blessés, tous les deux confondus, blessés graves et blessés légers. Et plus de 7000 accidents, plus de 8000 blessés. Plus de 8000 blessés. Et en ce qui concerne les tués, nous avons constaté également 723 tués. Près de 800. Oui, près de 800. Et parce que nous, dans notre jargon, on ne parle pas de décès, on ne parle pas également de mort, mais on parle également de tués en matière d'accidentologie. Donc, vous voyez, maintenant, quand on prend également cette masse que je viens d'énumérer tout de suite, là, les chiffres là, il y a l'excès de vitesse qui occupe 27%. 27% des cas d'accident, et dont 30% des cas de blessés et 40% de tués. Donc, convenez avec moi également que c'est vraiment l'excès de vitesse est à la base quand même de la plupart des accidents en ce qui concerne ce que nous avons pu collecter l'année 2024. Et pourquoi, selon vous, les conducteurs ne respectent pas les limitations de vitesse, surtout en agglomération? Okay. Et je crois que certaines méconnaissent également cette limitation. Et certains pensent également à ce qu'ils pensent qu'ils ont des belles engins. Et certains également, c'est par un manque d'éducation routière. Donc il y a l'incivisme, il y a la méconnaissance aussi du code de la route. Il y a ces facteurs. Il y a des gens également qui maîtrisent tout ça là, mais qui pensent également qu'ils maîtrisent, qu'ils pensent pouvoir maîtriser, mais qui défient, et personne ne peut défier également les lois de la physique.
Ouais, parce qu'on peut avoir confiance à son véhicule et en cas d'excès de vitesse, on ne maîtrise plus rien. Non, on ne peut plus maîtriser. Quand vous voyez le reportage tout de suite de Madame le ministre qui parle également des chiffres de 50 km à l'heure et puis 100 km à l'heure, je vous avoue, quand vous êtes à 100 km à l'heure, le temps d'impact de freiner et d'arriver également à stationner votre engin, ça fait banalement, vous allez faire cette distance-là, vous allez faire banalement 70 mètres. Sur 10 mètres, imaginez que le danger se trouve à moins de 110 mètres. Il va de soi également que l'accident est inévitable. Mais vous conviendrez aussi que la plupart des conducteurs, entre la plupart des conducteurs qui font ces accidents, ne maîtrisent pas le code de la route. Il y en a qui ont un permis de conduire, mais qui ne maîtrisent pas le code de la route. Vous conviendrez ? Oui, bon, je ne dirais pas que je peux peut-être les choses, mais je suppose que tout individu qui est détenteur d'un permis de conduire a passé d'abord par des auto-écoles. Des auto-écoles dont la durée de formation, d'apprentissage du code de la route peut dépasser parfois même 1 mois, 3 semaines avant d'être en possession quand même de son sésame qui a le permis. Donc moi j'ai surtout, et parfois la confiance que l'être humain peut porter également en soi, y compris à son engin, et le problème de responsabilité. C'est surtout ça. Sinon, c'est pas parce que l'être humain parfois ne maîtrise pas seulement. Et quand on prend également un engin, il y a pratiquement toutes sortes d'engins. Il y a les engins à 2 roues, il y a les engins à 3 roues motorisés. Jusqu'à présent, même concernant les engins à 4 roues, mais les véhicules, les permis de conduire, comme vous l'avez dit, il faut passer par l'auto-école. Mais nous sommes au Mali, nous savons certainement qu'il y a beaucoup qui ont leur permis dans la facilité. Ça existe? Vous n'avez pas connaissance de ça? Moi, à mon avis, je n'ai pas connaissance de ça parce que je sais ce qui est également tout ce que le département des transports et des infrastructures, à travers le leadership de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, en train de mener pour assainir beaucoup ce milieu-là. Donc, franchement, je ne saurais le dire et je sais ce qu'il faut. De passage, je vous avoue que durant cette campagne-là, il a vidé son cabinet pour pouvoir, tous les conseillers techniques et tous les chargés de mission étaient sur le terrain. Étaient sur le terrain pour contrôler, superviser, je vais dire, surtout superviser toutes les équipes qui sont en race campagne. En race campagne, c'est l'interurbain, entre les villes. Et c'est pour vous dire l'exemple qu'elle suit de très près tout ce qui se passe au sein du département. Alors, admettons que les conducteurs de véhicules ont un permis acquis dans la règle de l'art et les conducteurs de moto et les conducteurs d'engins à 2 roues ou à 3 roues qui ne passent pas par une école de formation, par l'auto-école, mais qui circulent aussi et qui doivent normalement maîtriser le code de la route. Oui, maintenant je suis vraiment d'avis avec vous. Que ce soit les engins à 2 roues, les engins également à 3 roues motorisés, comme on le dit, les katakatani chez nous ici. Et franchement, c'est des gens, c'est pratiquement le problème également qui est en train de sévir dans la circulation des engins. Et là aussi j'interpelle également pratiquement les parents. Parce que quand on parle d'engins à 2 roues, c'est vrai, il y a certains également chefs de famille qui sont détenteurs également d'engins à 2 à 3 roues. Mais quand vous prenez la plupart également, c'est des jeunes gens. C'est des jeunes gens qui sont entre la tranche d'âge de 15 jusqu'à 25 ans. Oui, c'est pas si vous voulez interpeller les parents, mais il y a ce dont c'est la profession. Les conducteurs de mototaxi et qui maîtrisent rien dans le code de la route. Ça, c'est très inquiétant. Non, très inquiétant. Je crois qu'il y avait un arrêté de la mairie du district qui les appelle même à régulariser cette situation-là. Mais je crois que d'un moment à l'autre, là, des sanctions seront pour que tous ces engins-là puissent être également en règle en matière vis-à-vis de la circulation et de la réglementation en vigueur en République du Mali. Parmi les accidents de la circulation, il y a beaucoup plus d'accidents causés par les motocyclistes que par les véhicules à 4 roues. Oui. Il y a beaucoup des accidents qui sont dus également en moto. Et je vais vous dire une chose. Récemment, moi, j'étais en mission de terrain, dans une mission inopinée. Avec la gendarmerie également, pour contrôler, avec les radars que vous venez de voir tout de suite là, contrôler les excès de vitesse.
Et je vous avoue, j'étais sur la RN7. La RN7, parce que quand j'ai dit, pas la RN7, pas la RN7, la RN6 d'abord. J'avais commencé par la RN6. Et c'est quelle route qui va à... C'est la route qui va à Ségou. Ségou. La RN6 continue de Ségou jusqu'à Mopti. D'accord. Jusqu'à Mopti. Mais les équipes, nos équipes étaient... On avait 3 équipes sur ce axe-là. Ouais. De Bamako à Ségou, il y a une équipe de Bamako, de la direction générale de Bamako qui était située sur cet axe-là. Maintenant, notre direction, l'antenne régionale de l'ANASER à Ségou, il a pris le relais à partir de Ségou 100. Maintenant, de 100 à Mopti, il y a l'antenne régionale de Mopti. Mais je vous avoue, vers Kassé, là, en moins de 30 minutes de présence, nous avons flashé plus d'une 50aine d'engins, y compris un motocycliste. Là, il doit rouler en moins de 50, on l'a flashé à 75. Et là... Et l'infraction, la contravention est connue. Parce que pour les engins à 2 roues, que ce soit moto, vélo, moteur, c'est 5 000 francs. Les engins légers, ça c'est 15 000 francs. Et le poids lourd, c'est 18 000 francs. Et tous ces engins qui ont été flashés, est-ce qu'ils ont payé? Ils ont payé. Les équipes qui sont sorties avec la gendarmerie, il y avait déjà des équipes de sensibilisation des agents de la NASER, y compris les conseillers techniques du ministre également étaient sur le terrain pour superviser également l'opération. Et c'est pourquoi ils ont payé. Parce qu'il y avait toutes les autorités qui étaient là, donc ils ont payé. Mais en temps normal, ce n'est pas évident. Ça, et c'est parce que vous êtes là, vous avez pu flasher, mais de façon quotidienne. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain tous les jours. De façon quotidienne, il y a beaucoup plus de cas. Mais c'est inquiétant. Bon, je ne saurais le dire, parce que les autres jours, peut-être l'ANASER n'est pas sur le terrain, mais quand même, je peux parler à la présence des agents de l'ANASER sur le terrain. Et quand nous sommes quand même là-bas, les gens payent. Donc, le reste là, je ne saurais peut-être le dire que les gens n'ont pas payé. À notre présence, si les gens payent ou les gens ne payent pas. Mais je sais quand même que c'est des individus, c'est des personnes, c'est des agents assermentés de l'État et qui ne sauraient faire autre chose que la fonction pour laquelle ils ont été recrutés. Alors, il y a une question qui revient, et ça concerne les véhicules non immatriculés, les véhicules avec des plaques CH, et il y a certains qui pensent que ce sont ces véhicules-là qui font beaucoup plus d'infractions, qui roulent beaucoup plus en vitesse, en excès de vitesse que d'autres. Est-ce que vous avez ces informations-là? C'est ce que je disais au départ, quoi. Chaque année, nous faisons l'atelier de validation des accidents, des accidents, et on harmonise également avec ces différents services-là, la police et la gendarmerie. Mais en amont, nous avons également des fiches BAC qui sont déposés au niveau de toutes les unités de gendarmerie et toutes les unités de commissariat de police. Et quand vous prenez le document de fiche BAC, le bulletin de fiche BAC, c'est le bulletin d'analyse des accidents constatés. Auparavant, on disait corporel, maintenant c'est constaté. Il y a les circonstances résumées des accidents. C'est-à-dire que c'est comme si on nous fait un PV, mais un PV qui n'est pas transmis au juge. D'accord. Mais le PV, c'est juste à but statistique, pour avoir également des données fiables, harmonisées, pour qu'on puisse mettre ça à la disposition également des décideurs politiques. Je vous avoue, par rapport à tout ça, là, quand vous prenez le cas de CH et autres là, je n'ai pas vu cette année de CH. Je n'ai pas vu de CH. Bon, dans les circonstances résumées des accidents, dans les circonstances résumées des accidents, il y a l'engin qui est impliqué, le conducteur, y compris les numéros de permis et autres là, mais je n'ai pas vu de CH pour l'instant. Bon, peut-être que ces CH-là ne sont pas répertoriés. D'accord, mais je voulais faire réagir M. Keita par rapport, vous, dans le tourisme, vous utilisez aussi les véhicules de transport, surtout de personnel, des visiteurs. Ça vous fait quoi de savoir que les accidents sont liés en grande partie à l'excès de vitesse? Je pense que c'est une situation qui nous interpelle tous. Avant d'être
dans un département, nous sommes tous maliens. Et c'est une situation qui nous interpelle tous parce que malheureusement, le comportement irresponsable de l'autre met également nos vies en danger. Donc nous avons également des proches qui ont été victimes justement de cette insécurité. Aujourd'hui, je pense que c'est une situation assez délicate et le secteur du tourisme n'est pas à l'abri justement des conséquences de tels actes. D'autant plus que le tourisme, c'est un peu la mobilité urbaine, la mobilité interurbaine. Et cette mobilité doit s'effectuer dans des conditions sécurisées. Cela voudrait dire que nos agences de voyage qui organisent des circuits doivent déjà s'assurer que le chauffeur qui va conduire les touristes à destination, que ces chauffeurs puissent respecter ces mesures de sécurité. Donc c'est vous dire que c'est assez important pour nous de tenir compte de ces différents aspects. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a... on salue déjà les efforts engagés par le département en charge des transports par rapport à l'informatisation accrue des données, parce qu'aujourd'hui, il faut aller à une forme de sanction assez sévère à l'endroit des auteurs de certaines situations. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, on a des milliers de motos katakatani, on a des milliers d'engins à deux roues, les mototaxis. Ces engins, peut-être même s'ils sont répertoriés, est-ce que ces engins sont dans un répertoire assez informatisé qui permettrait à l'agent qui va faire le constat ou même à ceux-là qui vont disposer de flash tout de suite de relier l'infraction à l'auteur de l'infraction. Donc c'est assez important. Il faut que nous puissions aller dans cette perspective. Un autre aspect aussi, je pense que cet excès de vitesse doit également être mis en perspective avec malheureusement la nouvelle tendance qui a été observée en ce qui concerne la consommation de stupéfiants. On peut être éduqué, on peut peut-être connaître les codes de la route, mais quand on conduit un véhicule en état d'ébriété ou autre. Donc, du coup, il arrive des fois que les gens puissent véritablement aller au-delà. Donc, en tout cas, c'est assez important. Je parlais un peu de l'informatisation. Peut-être que je ne sais pas si M. Traoré a ces informations. Aujourd'hui, imaginez que je sois un conducteur de chauffeur, un conducteur de bus, ça se fait ailleurs, et même de véhicules de tourisme. Je suis à l'origine d'une situation caractérisée. Immédiatement, est-ce qu'il y a des possibilités de retrait de permis au bout d'un certain temps pour que moi qui suis là, que je sois totalement interdit de conduire? Donc, et vous parlez de véhicules de tourisme, mais il y a ces véhicules de transport en commun aussi qui circulent. Exactement. Donc, dans les chauffeurs qui vont faire acte d'indiscipline soient totalement interdits et même bannis de conduire parfois. Donc, c'est un peu ça. M. Traoré, il a parlé d'infractions liées à l'auteur. Est-ce que vous réfléchissez sur cette question? Il y a déjà la commission qui est là. Il y a un comité également de retrait des permis qui est là, qui siège c'est même interministériel, qui permet également à certaines permet de retirer également le permis à certains chauffeurs tout indisciplinés, vous m'excusez du terme. Donc je crois que cette commission existe. Cette commission existe déjà. Et avec l'informatisation, est-ce que, par exemple, vous avez parlé du cas de flasher. Si vous flashez un conducteur, est-ce que c'est possible que automatiquement ces données apparaissent quelque part chez vous et que automatiquement vous puissiez lui envoyer une lettre d'avertissement ou un truc comme ça, une contravention? Oui, je crois nous sommes en train de travailler dans ce sens. Et même la Direction générale des transports, ils ont un logiciel actuellement, ce qu'on appelle le CD Dolo, donc qui est en train d'expérimenter cette pratique-là. Je crois que nous avons eu ensemble beaucoup de réunions, que ce soit au niveau du département et même ailleurs, pour présenter ça devant également les hautes autorités, comme on le dit. Mais en ce qui concerne la Naser, nous sommes en train de nous aussi concevoir un logiciel qui peut aller également dans ce sens-là. Pouvoir également, à partir seulement de la plaque numérologique, quand on flash immédiatement, on a au moins les renseignements sur le détenteur, sur le véhicule. Donc je crois que c'est
c'est un projet, c'est pratiquement dans les pipelines. Parce qu'on sait qu'il y en a qui font des infractions, mais qui ne s'arrêtent pas. Donc il va falloir... Pour ne pas également les poursuivre comme c'est interdit, ça ne se fait pas. Mais il faudrait également faire en sorte que, même s'il va ailleurs, qu'on puisse lui signifier exactement l'infraction qu'il a commise. Et lors de la cérémonie de lancement de la semaine, la ministre des Transports et des Infrastructures, on l'a vu, a remis des équipements, un lot de matériel à son collègue de la sécurité. Est-ce que c'est un problème de matériel qu'on a, d'équipement? Je ne dirais pas que c'est un problème de matériel, parce que c'est vrai, ce qui a été donné, c'est aussi symbolique. C'est aussi symbolique. Et la NASER le fait avec la protection civile, avec la gendarmerie, et sans également les caméras. Pratiquement, à chaque fois que nous avons l'occasion parfois dans certaines cérémonies, on le fait. C'est pas un problème d'équipement, parce qu'on le fait. Mais ce que je voudrais juste dire, parce que c'est des partenaires avec lesquels la NASER travaille. Nous sommes également cette branche qui n'est pas trop sur le terrain dans la répression. Mais c'est des gens qui sont dans la répression. Un agent de la NASER qui n'est pas peut-être aussi assermenté ne peut pas également faire un test de drogue à un chauffeur, ne peut pas également faire un test d'alcoolémie à un chauffeur. Mais c'est des gens également que nous mettons en mission pour certains résultats. Et en dehors des accidents liés à l'excès de vitesse et à l'utilisation du téléphone, qu'est-ce qui est courant encore en termes de causes d'accidents? Il y a également la non-maîtrise des engins. La non-maîtrise d'engins. Et l'état des véhicules aussi? Oui, il y a l'état des routes aussi. Il y a l'état des véhicules, l'état de route. Je sais quand même que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits en matière de réhabilitation. Vous savez, une route, c'est énorme. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en matière de réhabilitation du réseau routier. Que ce soit en même temps, qui se dégrade régulièrement aussi. Surtout avec l'abondance de pluies que nous avons ces dernières années. Les routes parfois cèdent. Et le département est ici quand même pour réhabiliter. À la mesure également de la possibilité de pouvoir public. Et des véhicules qui ne remplissent pas les conditions techniques et qui circulent même la nuit, sans phare, sans clignotant, sans feu rouge, ça continue? Oui, tout ça, c'est des problèmes d'incivilité, des problèmes de responsabilité même du conducteur. Et je crois quand même que dans la circulation également, quand les agents de la police routière, à savoir la police ou la gendarmerie, voient ces engins pareils, et ces engins qui sont immédiatement parqués. Ça, c'est dans la théorie. Non, je ne dirais pas, parce que je suis également acteur. Oui, il y a peut-être des cas. Je suis acteur et je suis sur le terrain. C'est vrai, je suis sur le terrain. La sécurité routière, c'est également le terrain. Parce qu'on sait aussi que vous dépensez beaucoup dans la sensibilisation des usagers, et malgré tout, on a l'impression que ça va de mal en pire. On dirait que la situation, la sensibilisation a atteint ses limites. Et la sanction peine aussi à prendre place. Je crois qu'il y a beaucoup de nos compatriotes également qui peuvent également être dans le même sens que vous. Mais je dirais tout simplement que quand vous prenez également les 2 dernières années d'activité en matière de sécurité routière lors des semaines, je vous ai dit tout de suite là en 2019, nous avons eu comme thème d'ailleurs la sécurisation des transports voyageurs, c'est-à-dire les différentes compagnies. Il y a eu un moment en 2019, là il y avait beaucoup d'accidents liés également au car de transport. Vous savez, quand un car est impliqué dans un accident, ça ne fait pas 1 mois, 2 mois. Banalement, nous assistons quand même à des dizaines parfois. Et l'édition, nous avons fait en sorte que des campagnes accrues ont été menées dans toutes les compagnies de transport voyageurs.
Et ça portait fruit? Non, ça portait fruit, ça portait fruit parce que si on n'a pas repris encore le thème, c'est là déjà que ça portait fruit. Et l'année passée, je disais tantôt, c'était par rapport au téléphone au volant. Et cette année, c'est par rapport à l'excès de vitesse. Par rapport à l'excès de vitesse, vous avez vu tout de suite là des appareils qui ont des radars de dernière génération, qui peuvent flasher plus de 10 véhicules successivement. Oui. Et quand ça vous flash, c'est pas seulement vous flash avec les photos du véhicule, compris la plaque. Ouais. Donc quand ça vient, vous n'ignorez pas immédiatement ça sort. Avec la vitesse à laquelle. Exactement, avec la vitesse à laquelle. Donc les gens ne contestent pas. Les gens ne contestent pas. Ils ne contestent pas, mais ils arrivent toujours à refaire la même chose, quoi. C'est ça. Vous savez, le Malien a horreur de payer une infraction. Et quand les gens sont flashés une fois, deux fois, imaginez quelqu'un qui est en train d'aller à un voyage ou bien qui est dans la circulation, on vous flash et on vous dit de payer 15 000 francs une fois, deux fois. L'ancien code de la route quand vous prenez l'ancien code de la route, le port de la ceinture n'était pas obligatoire. Il n'était pas obligatoire en agglomération. Mais le nouveau code de la route de 2023 rend obligatoire le port de la ceinture en agglomération. Et vous avez vu peut-être durant cette semaine-là, les agents de la NASER qui étaient pratiquement dans tous les carrefours du district de Bamako. Dieu sait ce qui a été récolté comme infraction. Mais la sensibilisation dont vous parlez tout de suite, là, c'est vrai, vous savez, la sensibilisation, moi je pense quand même la sensibilisation c'est le nerf de tout ce que nous faisons. Parce que la sensibilisation c'est une école. On éduque à travers la sensibilisation. Il y a certains cadres jusqu'à la retraite qui ne savent pas certaines choses concernant leur propre véhicule. Par exemple, beaucoup de gens ne savent même pas qu'une carte grise a une date de péremption. Beaucoup de cadres ne savent même pas qu'une carte grise a une date de péremption. Mais de la sensibilisation, on arrive également à atteindre beaucoup de nos concitoyens. Sinon, dans certains pays, l'État gagne beaucoup d'argent pour pénaliser les infractions. Mais ici, c'est plutôt le contraire. On dépense beaucoup d'argent pour la sensibilisation. Oui, je crois que nous sommes, je ne dirais pas peut-être le contraire, mais il faut sensibiliser assez pour pouvoir sanctionner. Et quand on sanctionne également parce que la répression est en cours, on sanctionne. Même quand on sensibilise, en même temps, on sanctionne. Quand on sensibilise pour dire que bon, vous êtes en infraction par rapport à tel, mais immédiatement on vous signifie également l'infraction. Vous payez. Ce qui est tout à fait normal. Exactement. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Plusieurs membres du gouvernement s'étaient retrouvés jeudi dernier au Musée national pour le lancement de la 3e édition de City Tour, une initiative qui vise à promouvoir le tourisme local à travers, en donnant l'occasion à la jeunesse surtout de mieux connaître l'histoire du pays à travers les sites visités. Le programme se poursuivra jusqu'au 28 septembre à Bamako, Kai, Sikasso, Ségou et Mopti. Suivons le reportage de Mariam Koulibaly avant d'échanger avec notre invité. Après le triomphe de l'édition 2023 qui a attiré près de 20 000 visiteurs, le City Tour reprend cette année avec une vigueur renouvelée et une ambition clairement affirmée. Augmenter encore le nombre de participants tout en consolidant son impact sur la scène touristique. Cette année, nos projections tablent sur 25 000 participants. Comme vous le savez, les éditions antérieures ont mobilisé beaucoup plus de personnes. Nous avons enregistré 20 000 personnes en 2023. Et cette année, avec l'élargissement du programme à 2 nouvelles régions, les régions de Mopti et celle de Sikasso, nous osons espérer que nous allons pouvoir réussir à mobiliser beaucoup plus de personnes. Le programme, qui s'étendra du 16 juillet au 28 septembre, invite les visiteurs à découvrir plus d'une centaine de sites emblématiques dans la capitale Bamako, les régions de Kai, Ségou, Sikasso et Mopti. Nous n'avons pas une grande culture touristique au Mali, mais nous sommes dans la mesure où aujourd'hui c'est le tourisme national qu'on est en train de promouvoir. Nous faisons en sorte que le Malien puisse avoir cette culture, que le Malien puisse comprendre que aujourd'hui nous avons besoin d'être nous-mêmes les touristes de notre pays. L'UNESCO reste pleinement engagée aux côtés du Mali pour que la culture et le patrimoine ne soient pas relégués à la marge, mais reconnus à leur juste valeur comme des piliers fondamentaux de la paix, de l'éducation et du développement.
Le programme trouve son point de départ au Musée national, véritable témoin de l'histoire du Mali, avant de poursuivre son chemin vers le monument de l'indépendance, symbole d'un passé glorieux et d'une souveraineté retrouvée. Un itinéraire ambitieux à la hauteur des enjeux que ce projet entend relever. Comme le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a bien voulu décréter cette année avec la vision historique, il nous a instruit de travailler sur le Made in Mali, sur la consommation locale du Mali, la consommation de nos produits locaux. Et je pense que ce projet est en lien avec cette vision du chef de l'État de consommer malien. Désormais, c'est à la jeunesse malienne qu'il revient de se saisir pleinement de cette occasion unique afin de faire de ces vacances non seulement une évasion plaisante, mais aussi une immersion profonde et enrichissante dans le patrimoine vivant de leur nation. Monsieur Keita, depuis combien de temps vous organisez le City Tour? On parle de 3e édition. Est-ce que c'est une activité annuelle? La première édition du City Tour remonte à 2022. C'est une activité annuelle. Donc nous sommes à la 3e édition cette année. Vous comprendrez aisément que l'année dernière, il n'y a pas eu d'édition du City Tour, compte tenu des difficultés financières auxquelles nous avons été confrontés. Et justement, dans le cadre de la célébration de l'année de la culture, les plus hautes autorités ont décidé d'allouer des ressources nécessaires pour que nous puissions toujours continuer à organiser cette activité. Ça veut dire que vous organisez cette activité à perte? Il vous faut de l'argent pour organiser l'activité, vous n'avez pas de retour? Non, en réalité, le City Tour n'est pas fait pour faire du profit. C'est une décision politique qui a été prise pour davantage stimuler le tourisme interne. Vous savez qu'avec la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années, nous avons assisté à l'arrêt du tourisme international. Donc les touristes internationaux ne viennent plus au Mali. Et il a été décidé de trouver des alternatives crédibles à l'arrêt du tourisme international. Comment arriver à mettre en place un marché du tourisme porté par les nationaux eux-mêmes. Donc c'est ce qui a amené le gouvernement à décider d'organiser des campagnes de promotion du tourisme interne pour que les Maliens puissent davantage avoir la culture du tourisme et que par la suite ces personnes ou ces mêmes Maliens puissent contribuer à l'économie du tourisme. Donc aujourd'hui nous faisons le City Tour à perte. C'est un programme subventionné parce qu'aujourd'hui en temps normal, pour faire ces circuits, il faut payer entre 10 000 à 15 000, mais ces circuits sont proposés à 2 000. Donc ce sont des forfaits qui sont demandés aux visiteurs. Donc pour vous, c'est beaucoup plus de la notoriété, pour donner de la visibilité, mais pour aussi aider surtout les jeunes à connaître mieux leur pays. Exactement, c'est un programme parce qu'on a l'habitude de dire qu'on ne peut aimer un pays qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il est important, dans le cadre de la souveraineté retrouvée, que les Maliens s'intéressent davantage à leur patrimoine, étant donné que le tourisme malien est essentiellement culturel. Donc c'est important pour que ces Maliens puissent davantage découvrir et épouser leur identité. Aujourd'hui, ce n'est pas que la neutralité, mais c'est, comme je le disais tantôt, il y a une éducation aux pratiques touristiques. Faire en sorte qu'aujourd'hui, les investissements que nous sommes en train de faire, entre guillemets, à perte, que ces investissements puissent rapporter dans une quinzaine d'années. Et les gens que nous transportons aujourd'hui gratuitement sur les sites touristiques, que ce soit les mêmes personnes dans 10 ans, qui puissent être amenés aussi à aller fréquenter les unités d'hébergement, les unités de loisirs, entre autres. Donc, le programme que vous avez lancé se poursuivra jusqu'au 28 septembre. Donc on suppose que c'est pendant les vacances, ça veut dire que c'est destiné uniquement aux élèves, aux étudiants? Oui, exactement. Non, il n'y a pas que cette catégorie. Certes, c'est la cible principale, la classe juvénile. Donc l'objectif, comme je le disais tantôt, c'est d'arriver progressivement à inculquer dans la tête de nos enfants cette activité culturelle, cette activité de loisirs. Mais au-delà, nous avons également d'autres catégories de personnes qui participent à cette activité. Le City Tour, c'est un programme annuel qui va justement concerner la période des grandes vacances scolaires. Mais au-delà de cette période, nous avons d'autres
programmes qui sont proposés cette fois-ci par nos partenaires du secteur privé. Je rappelle que cette activité n'est pas mise en œuvre uniquement par le département en charge du tourisme, mais elle est mise en œuvre à travers une synergie d'action qui mobilise à la fois les structures d'accueil, je vais parler des musées, des monuments et d'autres galeries, mais aussi des agences de voyage, des guides de tourisme et des collectivités territoriales et qui ont accepté de se donner la main pour pouvoir au moins se travailler et réussir cette activité. Mais en dehors de la période de vacances, vous faites quoi, vous au niveau de l'agence de pour promouvoir le tourisme. Oui, mais il y a beaucoup d'activités. Nous tirons profit de l'organisation de certaines activités comme des festivals pour pouvoir aller à la rencontre de ce grand public. Et nous menons également beaucoup de campagnes digitales. Aujourd'hui, je pense que la tendance, elle est là, pour toucher davantage le maximum de personnes et les inciter à découvrir le Mali. Aujourd'hui, nous assistons à une dégradation, malheureusement, de l'image touristique du Mali à l'international. Et dans le cadre justement de la célébration de l'année de la culture, il a été décidé de renforcer la promotion de l'image positive de la destination Mali à l'international. Donc nos activités portent également sur cette diffusion d'images positives en participant à des salons, mais également en initiant d'autres activités qui puissent véritablement inciter plus d'un à venir découvrir le Mali. Et ceux-là qui sont au Mali également, les inciter à aller visiter les sites touristiques qui sont à l'intérieur. Le City Tour concerne cette année, en tout cas cette campagne concerne Bamako, Kai, Ségasso, Ségou et Mopti. Oui. Qu'est-ce qui vous a guidé à choisir ces villes? On sait que Bamako, bon, c'est bon parce que c'est la capitale, mais les 4 autres capitales régionales, pourquoi? Parce que nous avons été sollicités d'ailleurs par les maires de ces différentes communes urbaines. Le City Tour, c'est un programme national de promotion du tourisme interne, donc c'est un programme d'envergure nationale. Mais puisque nous avons peu de ressources pour organiser cette activité à l'échelle du pays, donc nous avons été sollicités au cours de ces dernières années par un certain nombre de maires qui se sont proposés d'accueillir ces activités. Donc le département a apporté une contribution et les mairies exactement et ces maires se sont engagés aussi à partir de cette édition de travailler à financer ces programmes, puisque c'est un programme qui est sur 2 phases. Une première phase va consister à organiser des programmes City Tour, c'est-à-dire permettre à ceux-là qui sont à Bamako de visiter, de connaître d'abord les sites touristiques de Bamako. Et cette phase va s'étaler sur 5 ans. Et que chacun connaisse d'abord sa vie. Exactement. Et à partir de là, la deuxième phase va consister à amener ceux-là qui sont à Bamako à aller à la découverte d'autres régions. Et vice-versa. Exactement. Non, le flux n'est pas qu'à partir de Bamako, c'est également permettre ceux qui sont en optique qui puissent venir aussi. Et ça fait également partie ça fait également partie des objectifs du programme City Tour. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur Bamako pendant les grandes vacances scolaires et permettre à ces personnes aussi de découvrir la ville de Bamako. Et ceux-là qui se rendent, qui quittent Bamako pour aller à Sikasso, à Ségou, à Mopti, qu'on puisse également leur donner l'opportunité de découvrir les sites touristiques au niveau de ces différentes localités. Monsieur Traoré, je ne sais pas si vous faites du tourisme au Mali ou en dehors du Mali, mais ce programme qui est destiné surtout aux élèves et aux étudiants, vous pensez que ça peut profiter beaucoup à vos enfants aussi, à tous ceux qui vous entourent? Non, mais c'est vraiment évident, hein, monsieur connaît, parce que ce que je viens d'entendre tout de suite là avec le directeur général, monsieur Keita, c'est déjà bien parce que voyons aussi au Mali, les gens organisent les colonies de vacances, c'est bien, mais visiter également,
sa propre culture, l'identité culturelle, je crois que c'est encore mieux. C'est quand il dit tout de suite là que de Bamako peuvent aller dans les régions et que les régionaux viennent ici à Bamako. Je crois que c'est déjà une bonne chose. C'est sous forme de jumelage à l'interne. Pour qui va à Bamako, qui quitte également les régions, il vient à Bamako, enfin, il est hébergé avec ce différent mélange homogène. Et les jeunes gens arrivent parfois à se connaître, à changer l'interprétation culturelle. Il y a tout ça. Ça permet de développer le tourisme local, puisqu'on n'a pas de tourisme étranger maintenant. Exactement, ça permet de développer le tourisme local, même parfois là, même aux artistes locaux. Pour qui va à Sikasso, que je connais un tout petit peu, et il y a beaucoup également de sites aussi touristiques, des chutes d'eau, tout ça là. C'est vraiment une région très fabuleuse par rapport également au tourisme. Quand vous partez également dans les autres régions aussi, il y en a beaucoup. Et il ne faut pas rester, comme le disent également, que toute culture qui ne s'exporte pas risque de disparaître. Et justement, à propos de sites, quels sont les principaux sites que vous avez retenus dans les différentes villes et quel est le contenu que vous donnez à ces visites-là, à ces visites guidées? Oui. Nous avons différents parcours. Par exemple, au niveau de Bamako, nous avons plus d'une cinquantaine de sites qu'on a répertoriés. Et ces sites sont composés de musées, de monuments et parcs publics. Mais également, nous avons des sites naturels et des sites historiques. Donc, ces parcours sont des parcours à thème. On a un circuit panafricain qui amène les visiteurs à la découverte de ces hauts lieux qui véritablement magnifient le panafricanisme porté par le président Modibo Keïta. Nous avons également la Tour de l'Afrique et également d'autres acteurs importants par rapport au panafricanisme comme le président Kwame Nkrumah. Donc il y a des monuments qui ont été érigés à l'hommage de ces personnalités. Donc on amène les visiteurs à la découverte de ces différents monuments. Nous avons également leur expliquer parce que chaque visite est conduite par un guide de tourisme expérimenté. Donc il va donner des informations sur l'histoire, sur la symbolique de ces différents sites. Mais en plus de ces différents sites, nous avons, comme je le disais tantôt, des musées. Donc nous amenons les visiteurs à la découverte de ces grands musées, que ce soit le musée de la femme, le musée du district de Bamako, mais également le musée national du Mali, le musée des armées. Donc les gens font une immersion dans ces différentes localités pour s'imprégner davantage justement de l'histoire, parce que ces musées sont également des hauts lieux de transmission de ce savoir de notre pays. Donc, ça c'est par exemple Bamako, mais dans chaque localité, il y a par exemple des grottes de Missirah Kora. Oui, mais il y a également le Mamelon, et le centre Senouveau. Et ce sont des sites que nous avons répertoriés en partenariat avec le fort de Médine et Saboussiré. Donc dans chacune des localités, Mopti, évidemment, il y a la vieille mosquée de Mopti à Koumogel. Donc, dans chaque localité qui abrite l'activité, nous avons travaillé en partenariat avec les guides de tourisme, les agences de voyage pour répertorier en amont les sites touristiques que nous devrons proposer aux visiteurs. À Ségou également, c'est la même chose. À Ségou, nous avons Bitomblon. On amène les gens à la découverte du Bitomblon. Nous avons également le centre Domo et le barrage de Markala. Donc, c'est vous dire que, en dépit du fait que nous avons des visites qui sont circonscrites dans des localités, mais nous avons tenu aussi à organiser des excursions au départ des centres urbains pour permettre aussi aux visiteurs de découvrir ces différents sites touristiques. Donc c'est vraiment juste une dynamique assez impressionnante. Aujourd'hui, nous sommes totalement, je ne dirais pas dépassés, mais il y a eu un tel engouement autour de cette activité que voilà, on ne peut qu'espérer sur de bons résultats. Et vous avez qui généralement? Est-ce que c'est des Bamakois que vous avez par exemple à Bamako ici, ou est-ce que c'est les Maliens de la diaspora qui viennent? Est-ce que c'est les Maliens d'autres villes qui viennent à Bamako en vacances? Vous avez un peu de tout? Non, on a un peu de tout. Déjà, on a à peu près plus de 70%
de cette clientèle constituée de jeunes enfants en fait. Donc principalement nous avons ceux-là qui résident à Bamako, ceux-là qui viennent de l'intérieur du pays, mais également de la diaspora, parce qu'on est également parti, parce que pour mettre en place ce programme, on a fait plusieurs constats. Les personnes qui venaient passer leurs vacances s'ennuyaient beaucoup, et malheureusement on ne leur offrait pas beaucoup de possibilités de connaître le pays. Donc ce programme a été pensé pour tenir compte de leurs besoins pendant les vacances. Et selon vous, qu'est-ce qui bloque le tourisme local au Mali? Il y avait 3 facteurs. Et à la date d'aujourd'hui, on a un facteur qui a été éliminé. Et parmi les 3 facteurs, qu'est-ce qui a été éliminé? Il y avait également cette façon de percevoir l'activité touristique. D'accord. Donc, on avait une forme de rejet de cette activité qui avait été réservée aux Blancs, entre guillemets, et également à d'autres. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser parce que les gens sont davantage tournés vers des activités de loisirs et ce facteur pratiquement a beaucoup réduit et a diminué plutôt. Maintenant, comme je le disais, nous avons 2 autres facteurs. Il y a une méconnaissance généralisée, c'est un facteur sur lequel nous travaillons pour permettre davantage à plus de Maliens d'avoir des informations sur les possibilités de visites, les possibilités de découvertes touristiques. Mais l'autre facteur est lié au faible pouvoir d'achat des ménages. Voilà, donc et sur ce plan, City Tour est également pensé pour tenir compte de ça, les gens qui ont des revenus modestes, que nous puissions également leur donner l'opportunité d'envoyer leurs enfants. Si aujourd'hui les papas n'arrivent pas à faire, dans 10 ans, l'enfant qui a été pris en charge dans le cadre de ce programme, c'est cette même personne qui va cette fois-ci amener les membres de sa famille à la visite des sites touristiques. Parce que monsieur Traoré, c'est quand même rare de voir un Malien qui quitte sa ville pour aller dans une autre ville malienne pour du tourisme. C'est rare. Est-ce que vous avez l'habitude de le faire? Est-ce que vous donnez cette occasion, par exemple, à vos enfants? Oui, je peux donner l'occasion à mes enfants. C'est un problème. Non, je crois que c'est vraiment, c'est vrai. À un moment donné, les gens pensent quand même que le tourisme, c'est seulement fait pour les aisés. À un moment donné, jusqu'à après. Mais moi, je suis vraiment très impressionné par rapport déjà au projet qui prend en compte également, et surtout pendant ces vacances-là, où pratiquement les enfants, certaines, je dis bien certaines, sont parfois laissés pour compte, s'asseoir et puis être dans la loisiveté. Ils pouvaient également se déplacer, aller dans une région ou bien sortir même pour aller à l'intérieur même du district de Bamako pour pouvoir également voir ce qu'on les apprend même à l'école parce que tous ces sites touristiques là on les apprend à l'école, les monuments, tout ça là. Nous parfois quand on passe, les enfants peuvent demander également lui c'est qui. Maintenant quand ils vont connaître exactement avec les guides touristiques tout ce qui se passe, c'est bien. Mais moi il y a également ce trait d'union que j'ai fait entre tourisme et sécurité routière. D'accord. Tourisme, sécurité routière, parce que c'est vraiment transversal. Tous ces touristes-là également, ces guides-là également peuvent être de très bons formateurs. Exactement. Très bons formateurs qui apprennent également tout à tous les usagers. Quand vous prenez également ces différents sites touristiques-là qui sont vraiment au centre pratiquement des axes routiers. Oui, c'est vrai. Et pour avoir accès à ça, il faudrait faire un geste pour que les enfants puissent être en sécurité avant d'atteindre également le monument. Donc tout ça également, c'est la sécurité routière qui ne dit pas son nom. Félicitations également à vous pour avoir également pensé à cet aspect. Un dernier mot, M. Keita. Naturellement, vous voulez continuer à faire cette activité-là, à essayer de combler le vide laissé par les touristes étrangers. Mais le problème de moyens se pose toujours. Vous êtes optimiste, vous pensez pouvoir à la longue avoir des ressources nécessaires pour tenir cette activité-là? Oui, comme je le disais, il y a un programme qui est subventionné, mais il faut comprendre que ces sites tours ne concerne pas uniquement que les périodes de grandes vacances. Nous avons également d'autres acteurs qui organisent des visites guidées à l'intention de leurs clients. C'est les gens de voyage et ça se situe en dehors. Vous collaborez exactement. Nous collaborons directement.
Et aujourd'hui, puisque déjà il y a un fort ancrage, ça a été vraiment juste une des innovations de cette année, il y a un fort ancrage de ce projet. C'est-à-dire désormais, ce sont les communes elles-mêmes qui vont organiser ces activités de loisirs sur leur territoire. Donc c'est vous dire qu'il y a des très belles perspectives qui s'annoncent à l'horizon, parce que au-delà du fait que l'État va accompagner, mais au bout d'un certain temps, le relais est assuré par les communes qui accueillent l'activité. Donc Ségou, déjà l'année dernière, nous n'étions pas en mesure d'organiser, mais Ségou a pu organiser son site tour. Alors donc actuellement il y a Bamako, Kai, Sikasso, Ségou, Mopti. Et demain ou l'année prochaine, quelle autre ville? Nous sommes en attente de l'expression des besoins. Exactement. Mais pour nous aussi, il y a un choix stratégique au niveau de certaines localités, parce que pour qui connaît Mopti, qui est vraiment qui a été un grand bassin du tourisme récepteur par le passé, nous avons pu véritablement, à la demande même de la communauté mopticienne, nous avons pu organiser cette activité. Donc c'est vous dire que le tourisme interne aujourd'hui que nous sommes en train d'organiser, le City Tour, c'est une flamme à laquelle le secteur du tourisme s'accroche pour véritablement un lendemain meilleur. Merci beaucoup, M. Keita. Merci également à vous, M. Traoré. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Aïché Baba Keita. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Belles vacances, alors réveille la star qui sommeille en toi à Maxi Vacances et révèle tout ton talent. Culture générale, musique, humour stand-up, slam, art oratoire face à face, Maximis, dance battle ou chorégraphie et autres talents incroyables. Le plus grand show des vacances et des retours avec WePrime au Palais de la Culture tous les jeudis à 14h. Pour les candidatures en musique, l'inscription est subordonnée au dépôt de la chanson sur une clé USB à la chaîne 2 ou à ORTM 2. Alors inscris-toi jusqu'au 26 juillet auprès des animateurs et techniciens de l'ORTM au numéro suivant 76 62 09 87 82 92 38 80 ou encore 76 37 61 79. Retenez bien, les inscriptions se font du lundi au samedi de 9h à 17h jusqu'au 26 juillet 2025, date limite. Sponsor officiel de Maxi Vacances 2025, Orange Mali. Partenaire, le Palais de la Culture, la Maison des Jeunes de Bamako, Prestige Consulting, Diestar. Maxi Vacances 2025, c'est le plein divertissement au service d'une jeunesse citoyenne, instruite, authentique et cultivée. Maxi Vacances. Wartam gale jabarani la jabaka wo anga foli be aw bela jale ka auto aw sikero la ni ala sona ma soni kena jigiye jemkan konna la akwa jemkan kura mi mina lase aw ma o de jolici banai amina kuma o de kan jolici bana ale be soro cugodi abe furake cugodi kololo jumɛn be ala ani an ka dɔgɔtɔrɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye ka jolici bana walawala aw ye kosɛbɛ. Bana in a mɛnna o bɛ fɔ a ma ko koloci bana mais jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko bana in tɛ kolo la a bɛ joli de la donc o de la a wele ko jolici bana o ye jolilabana de ye donc a bara bɛ mɔgɔ minnu na olu ka jolikisɛ dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ko jolikisɛ bilenman donc tubabukan na u b'a fɔ ko globule rouge o jolikisɛ de dilannen tɛ ka ɲɛ donc jolikisɛ in de bɛ to ka ci n'a cira a bɛ taa jolisira ninnu datugu ni jolisira ninnu datugura joli tɛ se yɔrɔ min na dimi bɛ wolo fɛ. An b'a kɛ cogoya dɔ la mɛ a supporteli ma nɔgɔn quoi wa an donna samiya la sisan a bɛ fɔ ko den ka na ɲigin nɛnɛ ka na daminɛ constamment fo mɔgɔ hakili de ka to den na bana in bɛ kɛ du ti ko ta i bɛna sɔrɔ bi fosi t'a la a joli to ka ɲi mɛ a bɛ bali ka fièvre dɔ bɛ sɔrɔ ka bali k'a minɛ ou bien nɛnɛ dɔ bɛ kara la ou bien fɛn dɔ yɔrɔnin kelen joli bɛ chuter mais mɔgɔ dɔw t'a faamuya bi. Effectivement bana in ye ne minɛ quoi n'a y'i minɛ